Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des crises de panique. Alors c'est un mot déjà qui est assez effrayant et j'ai eu l'idée de vous parler de ce sujet parce qu'en fait je me rends compte que dans ma pratique quotidienne, le motif de consultation crise d'angoisse, crise de panique est tout de même assez important. Récemment je me promenais un petit peu sur YouTube, je regardais et j'ai vu qu'il y a même des personnes aux États-Unis qui font une vidéo où ils parlent de leur propre crise. Alors j'étais halluciné du nombre de vues pour entendre quelqu'un qui raconte qu'il a des crises de panique. Alors il y a plusieurs explications à ça, probablement par le fait que les gens qui voient ce type de vidéo sont rassurés par rapport à leur propre cas et se rendent compte peut-être qu'ils ne sont pas du tout seuls à avoir ce type de problème. Pendant longtemps, les crises d'angoisse étaient réservées à une nomenclature, il y a à peu près 20-30 ans, où on parlait de névrose d'angoisse, qui était quand même déjà un terme assez péjoratif. Aujourd'hui, on va dire que le terme et en tout cas l'entité clinique est bien identifiée. Je vais mettre tout de suite de côté ce qu'on appelait la spasmophilie, qui était un concept français qui a été complètement abandonné, mais qui en fait ne correspondait pas vraiment à une réalité clinique. Ça correspondait simplement à une réalité par rapport aux symptômes qui étaient dus à l'hyperventilation, parce qu'effectivement, quand les gens ont des crises de panique, ils peuvent hyperventiler, c'est-à-dire respirer de façon très rapide et déclencher des modifications au niveau musculaire, pouvant aboutir d'ailleurs à ce qu'on appelait avant la main d'accoucheur, c'est-à-dire que l'hyperventilation ayant abaissé le taux de gaz carbonique dans le sang va faciliter les échanges dans le muscle au niveau du calcium et va provoquer une contraction des muscles qui va expliquer la raideur ou éventuellement le fait d'avoir les mains comme ça. C'est de là qu'était né le concept de spasmophilie, puisqu'on avait remarqué ça pendant les crises, donc on a appelé ça la spasmophilie. Sans se rendre compte qu'en fait ça correspondait simplement à ce que l'on voyait, qui aujourd'hui est nommé crise de panique, et quand les crises de panique sont répétées, on va appeler ça un trouble panique. La conception psychanalytique parlait de névrose d'angoisse, avec tout un corpus théorique qui aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, ne rime plus à rien du tout, puisque l'histoire d'une pulsion sexuelle qui serait refoulée, qui créerait l'angoisse, cliniquement ça ne correspond pas vraiment à grand chose. Simplement, dans le parcours des patients, et sûrement si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné par le problème, vous cherchez des réponses par rapport à ce problème. Le parcours de patient est souvent émaillé de plein de raccourcis, d'égarements. La semaine dernière, je voyais quelqu'un qui avait des crises de panique, qui avait consulté des magnétiseurs, des homéopathes, des naturopathes. Donc il y a une très grande perte de temps dans la prise en charge du problème parce qu'il n'a pas été bien identifié. Dans un premier temps, je voudrais vous expliquer quelle est la différence entre l'anxiété, l'angoisse, la crise de panique et le trouble panique. Dans l'anxiété, c'est une espèce d'inconfort, de sensation physique. On sait qu'on est anxieux. Si vous vous dites « je suis anxieux aujourd'hui », vous le savez. Et c'est principalement un ressenti dans le corps. L'angoisse, aujourd'hui, est un peu abandonnée. On va utiliser « c'est l'angoisse », tout à l'heure c'était l'angoisse, mais on va plus utiliser le terme de panique parce qu'il y a un côté dans la crise de panique qui est d'urgence, de besoin d'échapper à quelque chose et surtout de grande peur. À vrai dire, le terme n'est pas mauvais puisque c'est vrai que la personne qui présente une crise de panique va se retrouver un petit peu comme s'il y avait un danger externe, je ne sais pas, une explosion, des gens qui fuient, un tremblement de terre, mais en fait le danger est avant tout interne, parce que la personne peut très bien faire un trouble panique ou une crise de panique sans vraiment avoir un danger à l'extérieur, sans vraiment avoir l'impression que quelque chose déclenche cette crise de panique. Si on regarde bien au niveau de la neurophysiologie, à quoi pourrait servir la crise de panique? Eh bien, la crise de panique dans le cerveau, c'est quelque chose qui normalement devrait préparer à l'action. Si vous êtes au bord d'une plage et que vous voyez arriver une énorme vague, que votre cerveau identifie qu'il y a un énorme danger, comme un tsunami par exemple, vous allez paniquer, mais cette panique va mettre en branle dans le cerveau tout un mécanisme sensorimoteur, moteur, qui va permettre la fuite, donc pour échapper au danger, qui va vous faire prendre des décisions de façon extrêmement rapide, ce qui explique l'hypervigilance que l'on observe dans la crise de panique. Simplement, la personne qui présente une crise de panique a ce genre de réaction alors qu'à l'extérieur, il n'y a aucun danger.
Beaucoup de patients racontent j'étais au restaurant avec des amis, tout à coup j'ai commencé à me sentir mal, à avoir mon cœur qui a commencé à palpiter et j'ai commencé à avoir une énorme peur, une peur de perdre le contrôle, une peur de vomir. Ça, c'est une crise de panique parce qu'il y a une montée d'une angoisse très forte, donc, qui amène carrément le patient à nommer ça la panique, qui donnerait envie de fuir la situation, ce qui peut d'ailleurs arriver parfois, alors qu'il n'y a aucun danger externe. La plupart des gens qui ont une crise de panique ne savent pas vraiment au départ ce qui leur arrive. Les patients décrivent souvent que la première crise de panique qu'ils ont eue dans leur vie était assez peu identifiée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils ne savaient pas vraiment mettre un mot sur le problème. Je dirais qu'aujourd'hui, Internet, les connaissances, l'avancée, l'information du public font que les patients, à mon avis, se retrouvent beaucoup moins seuls qu'il y a 20 à 30 ans quand ils présentaient des crises d'angoisse ou des crises de panique. Quand les patients arrivent, souvent, ils ont un parcours de plusieurs années. C'est très rare de voir un patient qui arrive et qui dit « Voilà, je vous consulte parce que la semaine dernière, j'ai fait une crise de panique. » C'est exceptionnel. La plupart du temps, les gens consultent parce qu'ils commencent à être usés par leur crise d'angoisse et par leur crise de panique. Donc ils cherchent absolument une solution, ils ont tout essayé, ils ont reporté le fait de consulter, ils n'ont pas forcément consulté les bonnes personnes et ça leur fait parfois des parcours assez longs. Quelle est l'explication pour la crise de panique? Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur les crises de panique? On sait qu'il y a une vulnérabilité biologique, c'est-à-dire que les gens qui présentent des crises de panique vont être par exemple plus sensibles à la caféine. Il y a même des expériences qui avaient été menées où on faisait passer des perfusions de lactate, donc qui modifient les échanges sanguins, la neutralité du pH, de la caféine, et on remarquait qu'il y avait les groupes de gens qui avaient tendance à faire des crises de panique déclenchaient des crises de panique sous ces perfusions de caféine ou de lactate. C'est comme ça qu'on a mis en évidence qu'il y avait une vulnérabilité biologique. L'alcool peut aussi avoir le même effet. J'ai des patients qui décrivent qu'après avoir bu un verre d'alcool ou en étant un peu saoul, ils ont fait une crise d'angoisse. Je vais mettre à part les crises de panique que moi j'appelle pharmaco-induites, c'est-à-dire qui sont induites par une substance psychotrope, par exemple comme le cannabis, qui est quand même beaucoup plus fréquent que l'on ne croit. J'ai encore vu une personne la semaine dernière qui a déclenché des crises de panique après avoir consommé du cannabis. La vulnérabilité biologique qu'on a mis en évidence, je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est moins fixée que je ne le croyais il y a encore 15-20 ans. Pourquoi? Parce que les gens que j'ai traités pour leur crise de panique, même si en ayant bu 2 cafés, ils pouvaient déclencher dans les périodes où ils se sentaient vulnérables des crises d'angoisse, aujourd'hui, quand ils sont guéris de leur trouble panique, ils n'ont plus cet effet de la caféine, par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que dans le cerveau c'est très complexe et que cette vulnérabilité biologique, peut-être a-t-elle un support génétique, je n'en sais rien, mais je pense que rien n'est figé. Quelle peut être la cause de la crise de panique? Alors la crise de panique, la cause peut être un trauma par exemple très bien identifié. Quelqu'un qui va être dans un avion, qui va être dans une situation d'urgence où il va y avoir d'énormes turbulences, où tout le monde a peur et qui va être pris d'une peur intense, peut être traumatisé par cet événement et ensuite il a de fortes chances, s'il n'est pas traité ou s'il n'a pas surmonté ce trauma, premièrement d'avoir peur de reprendre l'avion, mais ensuite de faire une crise de panique au moindre signe qui pourrait faire penser que la situation pourrait être dangereuse. Aujourd'hui, je pense que les crises de panique s'inscrivent dans l'histoire du sujet comme étant soit une sorte de flashback, c'est-à-dire quelque chose qui s'actualise du passé que parfois le patient a oublié, de peut-être traumas extrêmement lointains. Mais il y a aussi ce qu'on appellera les traumas de blessures d'attachement, c'est-à-dire que si par exemple chez les parents, notamment chez la mère, il y avait déjà des antécédents de troubles anxieux, de crises d'angoisse, l'enfant va pouvoir avoir des problèmes de dysrégulation émotionnelle qui sont dus en fait à déjà la dysrégulation émotionnelle des parents. Vous avez déjà sûrement remarqué que les enfants, quand ils entendent un bruit qui pourrait être inquiétant, je ne sais pas,
un pot d'échappement qui explose à l'extérieur, enfin un bruit quelque part. Que font-ils en premier? Si leurs parents sont dans la pièce, ils regardent leurs parents et on voit que leur réaction va dépendre de la réaction des parents. Si les parents rigolent, l'enfant va changer de mimique et va se mettre à rigoler et à être rassuré. S'il voit des parents inquiets, il va commencer à s'inquiéter et peut-être même à pleurer. Donc l'enfant se régule principalement par rapport à ses parents. Plus tard, quand la personne est adulte, pour un stress, une expérience de séparation, parfois un événement dont la personne n'a pas conscience, ces problèmes de dysrégulation de l'enfance vont pouvoir se réactualiser. C'est-à-dire que peut-être ils étaient colmatés jusqu'à présent, il y avait peut-être des circuits neuronaux qui permettaient de maintenir quand même le bateau à flot, mais là, le système est débordé et le patient va se reconnecter sur ce qu'on va appeler de la mémoire implicite, c'est-à-dire des réseaux de mémoire anciens qui ne sont pas, on va dire, digérés et qui vont faire en sorte que le patient, dans sa crise de panique, à vrai dire, c'est pas vraiment la situation actuelle qui l'angoisse, mais c'est plutôt quelque part une sorte de flashback. On pourrait dire une sorte de Madeleine de Proust inversée, c'est-à-dire une Madeleine de Proust qui serait par rapport à un trauma que le sujet a oublié. Donc, il est très difficile de savoir quel est l'élément déclencheur dans une crise de panique. Il n'est pas rare tout de même, puisqu'on parlait de dysrégulation, de blessure d'attachement, de séparation, il n'est pas rare de noter que les gens qui ont des crises de panique sont souvent des personnes qui ont des angoisses de séparation. C'est-à-dire, avant de partir en voyage, ils vont commencer à avoir un petit peu mal au ventre, angoissés, vouloir renoncer au voyage, vouloir éviter. Donc ça, c'est ce qui va faire un petit peu le lit de l'apparition du symptôme. Parfois, on retrouve, à vrai dire, rien de particulier. Quelles sont les prises en charge possibles pour le trouble panique? Donc le trouble panique, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais le dire un petit peu plus, c'est que si on fait une seule crise de panique, voilà, on va appeler ça une crise de panique, ou si on en fait deux, on va dire j'ai fait 2 crises de panique. Si on cherchait dans la population générale, je n'ai plus exactement les statistiques en tête, mais je pense que c'est au moins 10 à 15% des gens qui, à 40 ans, ont au moins fait une crise ou 2 crises de panique, et je pense qu'il y a même des gens qui font des crises de panique et qui ne s'en rendent pas vraiment compte, ou qui ont complètement occulté. La plupart des psychiatres ont au moins connu une fois dans leur vie, je pense, je me souviens il y a très longtemps d'avoir fait un tour de table avec des confrères, et je me souviens qu'il y avait au moins 6 sur 10 personnes qui avaient déjà connu ce que c'était qu'une crise de panique. Donc quand les patients nous disent « oui, vous, docteur, vous ne savez pas ce que c'est une crise de panique », si, on sait ce que c'est. Comme la plupart des psychiatres et des psychothérapeutes ont fait des thérapies sur eux, donc ils ont en général expérimenter au moins ce qu'est une crise de panique, donc ils peuvent d'autant plus comprendre le patient. Mais si vous posez la question autour de vous, vous pourriez être surpris du nombre de gens qui ont déjà fait une crise d'angoisse. Alors les patients retardent aussi la consultation d'aller voir vraiment quelqu'un de compétent, parce que déjà c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va être compétent et qui va pouvoir prendre en charge le problème réellement. C'est-à-dire quand vous avez une crise de panique, c'est complètement illusoire d'aller voir quelqu'un pour parler. Pour dire voilà, j'ai fait des crises d'angoisse. Peut-être vous allez être rassuré dans un cadre, mais ce n'est pas la vraie prise en charge aujourd'hui qu'on a identifiée comme étant efficace pour le trouble panique. Pour moi, il y a plusieurs approches possibles. Bon, il y a l'approche médicamenteuse. Effectivement, le médicament, on utilise les IRS, donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. On peut utiliser aussi ponctuellement les benzodiazépines et tranquillisants, mais ça c'est un piège parce que le patient après il va pouvoir faire ce qu'on appelle des comportements de sécurité, c'est-à-dire il va emmener son comprimé avec lui au cas où il ferait une crise dans l'avion, au cas où il ferait une crise quelque part. Donc ça c'est ce qu'on appelle des comportements de sécurité et ça ne va pas faciliter la guérison. C'est quand même un peu le problème de la prescription des benzodiazépines, où le patient peut être amené après à s'automédiquer, donc il faut vraiment que ce soit bien encadré. Mais de façon ponctuelle, pour faire redescendre l'angoisse, quand le patient enchaîne crise d'angoisse sur crise d'angoisse, c'est très important de faire redescendre la pression. Je dis souvent à mes patients, la crise de panique, c'est un petit peu comme la douleur. Si vous attendez pour prendre un comprimé de paracétamol, par exemple, vous attendez que la douleur est au plafond, vous allez avoir plus de mal à faire redescendre la douleur que si vous aviez dès le départ mis en place un traitement qui était par exemple prescrit par le médecin et qui va empêcher que ça monte. Et bien pour la panique, c'est pareil, si on laisse monter la panique, le système s'emballe et après c'est plus difficile à faire redescendre.
Ça, c'est la vision médicamenteuse qu'effectivement, il m'arrive d'utiliser assez rarement, mais je l'utilise parce que voilà, on ne peut pas laisser les patients souffrir avec leur crise d'angoisse tant qu'ils n'ont pas repris un petit peu pied. Ensuite, il y a la prise en charge cognitivo-comportementale où le patient va travailler à la fois sur comment contrôler la crise de panique au niveau du corps, au niveau de la respiration, avec certains exercices d'exposition. Par exemple, si les crises de panique sont liées à une exposition particulière, c'est-à-dire j'ai peur d'aller dans le métro, j'ai peur de prendre l'autobus, je déclenche une crise de panique à chaque fois que je vais dans une soirée. Donc ça, c'est plutôt des mesures d'exposition. Il y a des techniques de relaxation maintenant, de pleine conscience, de mindfulness. Et puis, il y a aussi l'approche cognitive, donc qui va permettre aux patients de travailler un petit peu plus sur les pensées négatives, sur les schémas catastrophes. En général, les paniqueurs ont souvent ce qu'on appelle des anticipations catastrophiques. Donc si je prends l'avion, je vais faire une crise d'angoisse, je vais enlever ma ceinture, je vais perdre le contrôle, tout le monde va voir que je suis fou. Donc les gens qui ont des crises de panique ont souvent des scénarios catastrophes. Donc c'est aussi un boulot de la thérapie de les amener à aller jusqu'au bout de leur schéma catastrophe et d'essayer d'évaluer est-ce que vraiment ça leur semble si réaliste que cela. Est-ce qu'ils ont souvent vu quelqu'un qui se levait pour vomir? En général, les craintes sont quand même assez peu fondées. Mais le patient est dans son émotion, donc dans son émotion, il a de plus en plus de distorsions, qu'on dit distorsions cognitives, donc il va penser que c'est possible et que c'est vrai. Maintenant, pour moi, guérir du trouble panique, je ne pense pas que ce sera les thérapies cognitives, c'est possible. Mais peut-être si c'est allié à une thérapie des schémas, et encore, j'en suis plus certain aujourd'hui. Dans la crise de panique, il y a quand même souvent un problème d'attachement, je l'ai dit, et souvent un problème d'angoisse de séparation qui s'est réactualisé. Donc, le boulot du thérapeute, c'est d'aller dans les réseaux de mémoire pour aller, j'ai envie de dire, retraiter les traumas qui ont pu induire cette angoisse de séparation et les blessures d'attachement. Si on accède à ces réseaux de mémoire, donc j'utilise beaucoup le brain spotting dans ces indications-là, le MDR est utilisable, la thérapie sensorimotrice aussi, tout ce qui est thérapie pleine conscience. Si on accède à ces réseaux de mémoire et qu'on peut retraiter les traumas, le patient n'aura plus de crise de panique. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que si vous avez eu des crises de panique, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis et se dire « ça va passer, je vais oublier, je vais partir en vacances voilà. Ensuite, que les gens qui n'ont jamais eu de crise de panique ou qui ont oublié ont quand même beaucoup de mal à comprendre. Beaucoup de gens peuvent vous dire il faut prendre sur soi, il faut être fort. Bah non, on ne peut pas tout contrôler dans son cerveau. Et une fois que le système d'alarme est mis en route, c'est difficile de l'arrêter. Parce que finalement, la crise de panique, c'est un peu comme un système d'alarme d'une voiture qui se déclencherait parce qu'il y a un petit peu de vent, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de danger. Et on a du mal un petit peu à arrêter ce système d'alarme et à le régler. Donc je dirais que le médicament, la thérapie cognitivo-comportementale peut correspondre à une sorte de réglage, de remettre un petit peu les compteurs à zéro pour reprendre le dessus. Je pense que le traitement de la cause, c'est des thérapies pleine conscience. Voilà. Donc n'hésitez pas à parler de ce problème autour de vous. La plupart du temps, les gens qui souffrent avec ça, c'est parce qu'ils ont une espèce de honte qui, en 2016, n'est plus adaptée. On a bien identifié ce problème, c'est dans les nomenclatures de psychiatrie. Donc ce n'est pas ni du caprice, ni un signe de faiblesse. Il faut vraiment que vous preniez en charge ce type de problème, parce que plus on attend, plus il peut y avoir des complications. Notamment la complication du trouble panique, c'est réduction de la vie sociale. Donc je vais moins aller dans les soirées, je vais moins aller voir les gens parce que j'ai peur de faire une crise. Je vais moins voyager. Donc c'est quand même une très grande perte de liberté. Et puis je vais couper mon réseau social, je vais moins voir de gens. Et puis si ça muse, si les crises de panique musent, je vais faire un burn-out, un burn-out aux crises de panique, on pourrait dire. Et je peux même faire une dépression par complication, par épuisement. Donc il faut vraiment s'occuper de ce problème et ne pas hésiter à demander l'avis de quelqu'un. Je pense que je vous ai tout dit sur comment vous pouvez être aidé par rapport à la crise de panique. Maintenant, n'hésitez pas à chercher sur Internet des informations. Il y en a quand même suffisamment maintenant sur Internet pour vous aider à faire un choix, à être pris en charge.
Et puis le stress d'aller voir quelqu'un de compétent, on peut le comprendre, c'est un peu normal, on le voit tous les jours avec les patients, mais après finalement c'est un soulagement d'être pris en charge par ce problème. En même temps, ce problème, une écoute ne suffit pas, je vous le dis tout de suite. Si une écoute suffit, bon, bah, c'est que tant mieux, si au bout de 2-3 séances d'écoute ça va bien, mais en général c'est quand même assez rare que ça puisse suffire. Voilà, je vous encourage à vous documenter sur le problème et à bien faire votre choix si vous avez ce type de problème et surtout ne pas traîner pour la prise en charge. Je vous remercie.